À Paris, le temps était comme d'habitude, gris, mélancolique et imprégné d'un parfum coûteux. Mais ce soir-là, l'air qui emplissait mes poumons portait davantage l'odeur de l'arrogance pure que la fraîcheur de la Seine. Je m'appelle Camille Claudel. La plupart d'entre vous ne me connaissent pas. Si vous me croisiez dans la rue, vous me prendriez probablement pour une professeure de littérature à la retraite ou une grand-mère ordinaire promenant ses petits-enfants dans le parc. La coupe de mon tailleur pourrait dater d'il y a 10 ans. Mes cheveux ne sont pas coiffés en un chignon impeccable tout droit sorti du salon de coiffure, mais simplement pratiques et propres. Mais ce que vous ignorez, c'est que dans la poche intérieure de cette veste démodée se trouve une carte donnant accès aux protocoles de sécurité les plus élevés de la République française. Et derrière ces yeux ordinaires se cache un esprit qui, en tant que chef des renseignements de la marine, traque depuis 30 ans les ennemis de l'État, les cellules terroristes et les trafiquants d'armes internationaux. Je suis ici ce soir parce que ma nièce Sophie... Ah, ma chère Sophie, cette innocente jeune fille aux yeux remplis d'étoiles qui étudie le stylisme m'a entraînée dans ce monde fastueux. Tente, s'il te plaît, m'a-t-elle dit, le défilé d'Antoine de Valois est l'événement de l'année. J'ai 2 invitations et je veux que tu sois là. Je n'ai pas pu lui refuser. Je suis sortie du monde des navires de guerre, des images satellites et des messages codés pour entrer dans celui des soies, des mousselines et des sourires factices, c'est-à-dire au cœur de la Fashion Week de Paris. Lorsque nous sommes entrés dans la salle, c'était le chaos. Des centaines de personnes, chacune plus extravagante que la précédente, se pavanaient comme des paons. Les photographes étaient alignés au bout du podium, tels des vautours attendant leur proie. Sophie me tenait fermement la main. « C'est génial ici, n'est-ce pas, ma tante ?» m'a-t-elle demandé. J'ai souri. Je me suis contentée de sourire, car pour moi, génial, c'est le moment de silence qui suit une opération réussie. Ici, c'était juste bruyant. L'agent qui nous a conduits à notre place a regardé nos billets et a haussé les sourcils avec surprise. « Au premier rang », a-t-il dit d'une voix légèrement tremblante. « Bloc A, rangée 1. » Oui, l'invitation spéciale que Sophie avait gagnée nous avait placés à l'endroit le plus prestigieux du défilé, juste au pied du podium. Devinez qui était assis à côté de nous. À ma gauche, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui ne levait pas la tête de son téléphone et qui, à en juger par les logos sur ses vêtements, semblait avoir des millions d'abonnés. À ma droite, une femme du monde dont la fortune dépassait probablement le total de mes 30 années de salaire, le visage dépourvu de toute expression due à la chirurgie esthétique. Et moi, avec mon tailleur gris, mes chaussures plates et mon vieux sac en cuir, j'étais comme une tache étrange au milieu de ce tableau. Je sentais les regards des gens posés sur moi. Ce n'était pas de la curiosité, mais des regards méprisants, des chuchotements. Qui est-ce que cette femme? Elle s'est trompée de place. Ce doit être une domestique. Mes oreilles entendaient ces chuchotements avec la même clarté qu'un sous-marin au fond de l'océan capte les signaux sonars. Mais je m'en moquais. J'étais Camille Claudel. Toute ma vie, j'avais tenu tête à des tables militaires dominées par des hommes face à des généraux et des ministres. Les regards de quelques icônes de la mode prétentieuse ne pouvaient pas m'abattre. Du moins, c'est ce que je croyais. Les lumières se sont éteintes. La musique a commencé avec un rythme de basse qui faisait vibrer ma cage thoracique. Et à ce moment-là, Antoine de Valois est entré en scène. Le créateur, le dieu, le génie, ou peu importe les noms qu'il se donnait. Antoine se tenait au bout du podium. Il portait une veste à paillettes et tenait un micro à la main. Normalement, les créateurs salutent à la fin du défilé, n'est-ce pas? Mais Antoine était le spectacle lui-même. L'arrogance coulait dans ses veines à la place du sang. Lorsque les projecteurs se sont braqués sur lui, la foule a retenu son souffle pendant un instant. Antoine a souri, dévoilant ses fausses dents d'une blancheur éclatante, et a regardé la salle. Puis, son regard s'est posé sur moi. Je n'oublierai jamais ce moment. Son sourire s'est figé. Ses yeux se sont fixés sur ma veste grise, sur le simple collier de perles autour de mon cou, sur mes mains posées sur mes genoux. Je reconnaissais l'expression qui se dessinait sur son visage. Ce n'était pas la panique du capitaine d'un navire ennemi, mais un pur dégoût. Il coupa la musique d'un geste de la main. Le salon fut plongé dans un silence de mort. « Arrêtez !» dit-il dans le micro. Sa voix résonna dans la salle silencieuse comme un coup de fouet. « Arrêtez la musique !»« Mop, akaban hegam manadik. »
Sophie me serra le bras. « Que se passe-t-il, ma tante » murmura-t-elle. Antoine descendit de l'estrade et marcha droit vers moi. Le bruit de ses chaussures résonnait sur le sol en marbre. Tac, tac, tac. À chaque pas, la curiosité de la foule grandissait. Il s'arrêta juste devant moi, sous mon nez. Il était si proche que l'odeur de son eau de Cologne m'écœurait. Il porta le micro à sa bouche et prononça la phrase qui allait changer le reste de ma vie, mais surtout le reste de la sienne. « Toi » dit-il en me pointant du doigt. « Oui, toi » la tante vêtue de ses haillons gris. Et ce n'est complètement chantelé. Des rires ont éclaté dans la salle. Sophie s'est mise à trembler. « Nous sommes à la Fashion Week de Paris », a poursuivi Antoine, haussant progressivement le ton. « Nous sommes dans le temple de l'art, de l'esthétique et du futur. Et toi, tu es assise au premier rang, à côté de mes chefs-d'œuvre, comme une tâche, si je puis dire. » Le sang ne m'est pas monté à la tête. Non, mon éducation ne m'a pas appris à paniquer. Mon éducation ne m'a pas appris à m'emporter. Elle m'a seulement appris à analyser. Mon pouls ne s'est pas accéléré. J'ai simplement plissé les yeux et je me suis concentrée sur ma cible. « Tes vêtements démodés » a-t-il crié, de manière à ce que toute la salle puisse l'entendre. « Nuisent à l'image de ma marque. Ma marque, c'est la jeunesse, l'éclat, le luxe. Toi, en revanche, tu appartiens au passé. Et franchement, tu n'as pas ta place ici. » La foule a éclaté de rire. À ce moment-là, la salle a cessé d'être un événement de mode pour se transformer en arène romaine. Et moi, j'étais la proie désespérée jetée au lion. Du moins, c'est ce qu'il pensait. « Sécurité !» cria Antoine en agitant la main comme un enfant gâté. « Emmenez cette dame d'ici, tout de suite. Là-bas, sur ce siège, quelqu'un de vrai va s'asseoir. Où sont ces filles de TikTok? Oui, vous, venez ici. » Deux agents de sécurité costauds se sont approchés de moi. L'un d'eux m'a attrapé le bras. « Ne faites pas d'histoire, madame, » dit-il. Je me suis levée. Sophie pleurait. « Tante, je suis désolée. Partons d'ici, » disait-elle. Je l'ai regardée et j'ai secoué la tête. Voyant l'expression dans mes yeux, elle s'est tue. À cet instant, elle n'a pas vu sa tante, mais le contre-amiral Claudel. J'ai repoussé la main du garde de sécurité d'un geste doux mais ferme. J'ai ajusté ma veste. J'ai regardé Antoine, ce faux dieu au sommet de son podium. Il me regardait avec l'air d'un commandant victorieux. Il m'avait humilié, écrasé, et maintenant il me jetait à la poubelle. Cette histoire ne raconte pas comment une femme silencieuse a été détruite, mais comment un empire a été renversé. Si vous croyez en la justice, au prix de l'arrogance et au pouvoir de l'intelligence, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car ce que vous allez entendre dans un instant n'est pas seulement une histoire de vengeance, mais aussi une leçon de stratégie. J'ai été poussée au fond, dans le coin le plus sombre, derrière les colonnes. Deux filles qui mâchaient du chewing-gum et prenaient sans cesse des selfies ont été installées dans les sièges devant moi. Antoine s'est écrié « Voilà, c'est parfait maintenant ». La musique a repris, les lumières se sont rallumées, le spectacle a continué. Tout le monde avait oublié l'incident. Personne ne se souciait de ce que ressentait cette vieille femme assise là, dans le noir, reléguée dans un coin. Ils pensaient que je pleurais. Ils pensaient que j'étais morte de honte. Ah, comme ils se trompaient. J'ai pris mon sac sur mes genoux, mon vieux sac en cuir. J'ai sorti non pas mon téléphone, mais mon appareil de communication crypté. J'aurais aimé qu'ils voient l'expression de mes yeux lorsque la lumière bleue de l'écran m'a éclairé le visage. Cette expression glaciale. Antoine de Valois ne venait pas seulement d'humilier une femme. Antoine de Valois venait de déclarer la guerre au chef du réseau de renseignement le plus dangereux de la marine française. Et la guerre était l'art que je connaissais le mieux. Lorsque les mannequins ont commencé à défiler sur le podium, j'ai lancé ma propre opération. Nom de code, Némésis. Équipe, murmurai-je dans l'appareil, ma voix plus claire que la musique sur le podium. Cible, Maison de l'Or, Antoine de Valois. Apportez-moi tout, la chaîne d'approvisionnement, les comptes bancaires, les emails secrets, les messages supprimés. Tout. Vous avez 5 minutes. Alors que les filles devant moi applaudissaient Antoine, je préparais sa fin. Je connaissais les secrets sordides qu'il cachait sous les tissus somptueux et les lumières coûteuses. J'avais juste besoin de preuves. Et dans mon monde, trouver des preuves était aussi facile que respirer. Alors qu'Antoine défilait sur le podium, je l'observais depuis les ombres du fond de la salle. Il avait dit que j'étais démodée. Il avait raison. J'étais démodée. Dans mon style, le prix de la trahison était élevé.
Dans mon style, l'arrogance était le plus grand des péchés. Et dans mon style, le chasseur ne faisait jamais de bruit lorsqu'il s'approchait de sa proie. Lorsque le premier paquet de données est arrivé sur mon téléphone, un léger sourire a effleuré mes lèvres. Ce n'était pas le sourire d'une grand-mère, c'était le sang-froid d'un tireur d'élite prêt à appuyer sur la gâchette. Le jeu avait commencé, et Antoine ne savait même pas encore qu'il avait perdu. Les mannequins qui défilaient sur le podium n'étaient que des cintres. Les tissus qu'ils portaient valaient peut-être des milliers d'euros, mais, à mes yeux, ils n'étaient que des points de données. La collection révolutionnaire d'Antoine de Valois n'était en réalité qu'une illusion. Et comme tout illusionniste, Antoine détournait l'attention des gens vers autre chose, pendant qu'il réalisait son plus grand tour, l'éblouissement. Quant à moi, j'étais dans l'obscurité, au sens propre du terme, dans l'ombre derrière la colonne, dans le sac en cuir posé sur mes genoux, mon tablette connectée à l'un des super-ordinateurs les plus puissants de France fonctionnait. J'avais réglé la luminosité de l'écran au minimum. Le garde de sécurité à côté de moi pensait simplement qu'une vieille dame envoyait un message à son petit-fils. Mais en réalité, je démantelais l'empire d'Antoine, brique par brique. Dans mon oreillette, j'entendais la voix du lieutenant Moreau. Moreau se trouvait dans notre centre d'opération souterrain dans un abri au nord de Paris. Âgé de 25 ans, il n'avait aucune compétence sociale, mais était un Mozart du clavier. « Amiral », dit Moreau. Sa voix était métallique et dénuée d'émotion. Cible, Maison de l'Or. Le flux de données a commencé. Premier balayage. Intéressant. Résumé, lieutenant, murmurai-je. Mes lèvres bougeaient à peine. Mes yeux étaient toujours rivés sur le podium. Antoine servait du champagne à la célèbre actrice assise au premier rang. Quelle gentillesse! Quelle hypocrisie! La structure de l'entreprise est comme une poupée russe, monsieur, dit Moreau. Maison de l'Or est liée à une holding basée au Luxembourg. Cette holding est liée à une société écran au Panama. Cette société est elle-même liée à Golden Silk Ltd, à Singapour. Je regardais les schémas défiler à l'écran. Des lignes rouges encerclaient le monde entier. Antoine n'était pas seulement un créateur de mode, il était la vitrine d'un réseau mondial d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. Mais tout cela pouvait le mener en prison, mais pas le détruire. La prison pouvait se transformer en histoire de victimisation pour des narcissiques comme Antoine. Il m'en fallait plus. Il me fallait quelque chose qui retournerait l'estomac du public, qui le laisserait nu sur le podium. Les délits financiers ne suffisent pas, ai-je dit. Descends dans la chaîne d'approvisionnement. Où la production est-elle réalisée? Les étiquettes indiquent « Made in France », mais d'où viennent les tissus? J'entendais le bruit des touches du clavier de Moreau. Il y eut quelques secondes de silence, puis sa voix changea. Elle était plus tendue. « Monsieur, ai-je dit, j'ai accédé au registre logistique de la société à Singapour. Les livraisons de matières premières ne sont pas destinées à la France. Les tissus sont acheminés vers une zone invisible sur les cartes, à la frontière entre le Laos et le Cambodge. Je vous envoie les coordonnées. » Une image satellite est apparue sur l'écran de ma tablette. Au milieu d'une zone densément boisée, un immense complexe aux toits métalliques gris, entouré de hauts murs. Cette zone, a poursuivi Moreau, est officiellement répertoriée comme un entrepôt agricole abandonné. Mais, amiral, lorsque j'ai activé les caméras thermiques, je touchai l'écran et passai l'image en mode thermique. Le bâtiment gris se mit à briller de couleurs rouges et orangées, de la chaleur. Il y avait de la vie à l'intérieur, beaucoup de vie. Le bâtiment est actif, dis-je, ma voix se refroidissant. Regardez les horaires de travail. Il est actuellement 3 heures du matin là-bas. Les lumières devraient être éteintes. « Non, monsieur, » répondit Moreau. « Les signatures thermiques, elles n'appartiennent pas à des adultes. Elles sont trop petites. Et elles sont trop nombreuses. Le nombre de personnes par mètre carré, ce n'est pas une usine, c'est un camp de concentration. » J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Je connaissais cette sensation. Des années auparavant, j'avais ressenti la même chose en observant les otages détenus par des pirates au large de la Somalie, l'odeur du mal à l'état pur. Antoine de Valois faisait coudre sa collection sur le thème « Jeunesse et avenir » par les doigts d'enfants travaillant de nuit à l'autre bout du monde. Ces étiquettes « Made in France » étaient introduites clandestinement à Paris et imprimées ici.
J'ai levé la tête et j'ai regardé Antoine. Au bord du podium, il recevait les applaudissements. Cette veste à paillettes qu'il portait, qui sait à quelle nuit blanche d'enfant elle avait coûté? Arrêtez-vous et réfléchissez. Regardez les vêtements que vous portez, le téléphone que vous tenez dans votre main, qui paie le prix du luxe, du confort et de la marque. Ces réalités que nous ignorons souvent sont en fait notre plus grande arme. Si vous voulez que je dénonce au monde entier qui se cache derrière le sourire factice d'Antoine, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, car ce que je m'apprête à faire n'est pas seulement une révélation, c'est une destruction. Lieutenant, dis-je. Ma voix n'était plus un murmure, mais un ordre. J'ai besoin d'images de l'intérieur de cette usine, des images en direct. Y a-t-il des caméras de sécurité à l'intérieur? Oui, monsieur, mais elles sont en circuit fermé, elles ne sont pas connectées au réseau externe. Comment Antoine contrôle-t-il cet endroit? Demandai-je. Cet homme narcissique ne pouvait s'empêcher de contrôler son empire. Le 15 de chaque mois, répondit Moreau, il reçoit un rapport par liaison satellite cryptée. Et une seconde. Monsieur, ils sont en ligne en ce moment même, pendant le défilé. Il est probablement en train de vérifier les quotas de production. J'ai souri. Mais ce n'était pas le sourire gentil d'une grand-mère, c'était le sourire d'un requin qui vient d'attraper sa proie. Entrez, lieutenant, interceptez cette transmission. Monsieur, c'est trop risqué. Le cryptage est de niveau militaire. Lieutenant, dis-je sans quitter Antoine des yeux, je suis le chef des renseignements de la marine. Qui pensez-vous a écrit ce cryptage? Entrez le code de la porte arrière, bleu baleine 74. C'est mon code. Un bref silence, puis la voix étonnée de Moreau. Nous sommes à l'intérieur. L'écran de ma tablette s'est assombri, puis s'est éclairci. L'image était granuleuse et en noir et blanc, mais tout était net. Des machines à coudre alignées en rangée, des gardes armés debout devant elles. Et devant les machines, des enfants à peine plus âgés que lui, les yeux fermés de fatigue. Je serrai si fort le stylo que j'avais dans la main que son corps en plastique s'est fêlé. « Antoine, tu es fini ?» Lieutenant, dis-je, enregistrez cette image. Et aussi, je veux que vous vous infiltriez dans les serveurs centraux d'Antoine à Paris, en particulier dans la salle technique du défilé. Qui contrôle ces écrans géants? La table de mixage audio et vidéo, monsieur. Ils sont connectés au réseau local via le Wi-Fi. Bien, ai-je dit. J'ai ajusté ma veste. Nous prenons le contrôle de cette table. Le nom de l'opération a changé, lieutenant. Son nouveau nom de code est désormais Apocalypse. Que comptez-vous faire, amiral? Je fermai ma mallette. Je me levai. Mais cette fois, ce n'était pas pour partir. Nous allons lancer une nouvelle tendance dans le monde de la mode, lieutenant, ai-je pensé. La tendance de la réalité. La musique avait atteint son apogée sur le podium. Les mannequins se rassemblaient pour le défilé final. Antoine posait, les bras ouverts, comme s'il embrassait le monde. Juste derrière lui, un écran LED géant occupait toute la scène. À cet instant, son logo, le V doré, tournait dessus. Dans quelques instants, ce V allait disparaître et être remplacé par ma réalité. Antoine m'avait traité de tâche. Il était temps de lui montrer à quel point cette tâche était difficile à effacer. J'ai calculé mes pas. La distance entre la rangée arrière et la table technique était de 15 mètres. La sécurité était faible. Tout le monde était concentré sur la scène. « Lieutenante, dis-je, à mon signal, éteignez les écrans. Nous allons passer en direct. Mais avant, je veux le son. Son micro. » Son micro? Oui, le micro qu'il a utilisé pour m'insulter. Je vais l'utiliser maintenant, mais pas à distance. La voix d'Antoine a résonné dans la salle. Merci Paris, je vous ai apporté la beauté. Non, Antoine, tu nous as apporté le mensonge. Et moi, je suis venue encaisser la facture. Les applaudissements de la foule déferlaient sur moi comme une vague océanique, mais j'étais comme un brise-lames. Je ne vacillais pas. Les 15 mètres qui me séparaient de la table technique, au fond de la salle, furent que les plus longs, mais ici les plus déterminés de ma vie. Le bruit de mes talons se perdait dans la moquette, tout comme les opérations que j'avais menées dans l'ombre pendant des années, silencieuses, invisibles et mortelles. Lorsque j'ai atteint la table technique, j'ai vu un jeune homme d'une vingtaine d'années assis là, avec des écouteurs et une capuche. Son nom était inscrit sur son badge, Luc. Devant lui, sur l'énorme console, se trouvaient 12 écrans différents montrant le visage d'Antoine sous différents angles.
Ses doigts dansaient sur le mixeur, effectuant des réglages pour rendre la voix d'Antoine plus impressionnante, plus profonde. Luc a sursauté lorsque je lui ai touché l'épaule. Il a retiré ses écouteurs et s'est tourné vers moi. Son visage reflétait la surprise de voir la vieille dame qui venait d'être expulsée du premier rang. « Eh !» murmura-t-il, « vous ne pouvez pas entrer ici. Sécurité !» Je plongeai la main dans la poche de ma veste, mais contrairement à ce qu'il attendait, je n'en sortis ni pourboire ni mouchoir. Je sortis ma carte d'identité recouverte de cuir noir et arborant les armoiries dorées de la République française et la posai juste sous son nez, sur le mixeur. « Luc », dis-je. Ma voix était aussi calme que le silence avant la tempête. La personne assise à cette table n'est pas ton patron Antoine, c'est moi. Le garçon regarda la carte d'identité. Le chef des renseignements de la marine? Ses yeux s'écarquillèrent. Il déglutit. Madame, y a-t-il un problème? Il y a un gros problème, Luc, dis-je en m'asseyant sur la chaise vide à côté de lui. C'est une question de sécurité nationale. Et à partir de maintenant, cette opération est classée secret défense. Si tu dis un seul mot, tu passeras le reste de ta vie en Guyane française, dans une cellule qui n'apparaît même pas sur la carte. Compris? Luc hocha la tête en tremblant. C'est compris. Bien. Maintenant, retire tes mains de cette table et ne bouge pas. Je touchai l'appareil dans mon oreille. Lieutenant Moreau, je suis à la table. Établissez la connexion. La connexion est établie, amiral, dit la voix de Moreau. Le système est à nous. Le son, la lumière, les écrans, tout est à portée de main. À ce moment-là, Antoine, les bras écartés, parlait comme un prophète. Sa voix résonnait dans la salle avec cette profondeur artificielle que Luc venait de régler. Cette collection, disait Antoine, les yeux embués, ce ne sont pas seulement des vêtements, c'est une âme, c'est la pureté et l'innocence incarnées dans le tissu. Moi, Antoine de Valois, je vous vends un rêve, je souris. Le rêve est terminé, Antoine, murmurai-je. Il est temps de se réveiller. Je me suis tournée vers Luc. Allume mon micro, lui ai-je dit. Connecte-le au système principal. Ne coupe pas la voix d'Antoine. Contente-toi de la superposer. Luc appuya sur un bouton, les doigts tremblants. Le voyant du petit micro devant moi passa au rouge. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai rempli mes poumons, non pas de l'air lourd de Paris, mais de la brise fraîche de la justice. « Antoine », ai-je dit dans le micro. Ma voix a retenti comme un coup de tonnerre dans les énormes haut-parleurs de la salle. Le discours d'Antoine s'est arrêté net. Les milliers de personnes présentes dans la salle ont retenu leur souffle. La musique s'est arrêtée. Il ne restait plus que ce silence profond et l'écho de ma voix. Antoine s'est resté figé sur scène. Il a regardé autour de lui. Qui est-ce? C'est une blague? Ce n'est pas une blague, Antoine, ai-je poursuivi. La froideur de ma voix était plus efficace que la climatisation de la salle. C'est moi, la tâche que tu as jetée depuis le premier rang. Un murmure s'est élevé dans la foule. Tout le monde s'est retourné pour regarder vers le coin sombre où se trouvait la table technique. Mais ils ne pouvaient pas me voir. Ils n'entendaient que ma voix, une voix qui venait de partout, qui voyait tout. Antoine a essayé de se ressaisir. Il a repris son sourire professionnel. « Ah !» a-t-il dit avec un rire nerveux. « Je pense qu'il y a eu un problème de sécurité. Madame, s'il vous plaît, vous interrompez mon spectacle. Quelqu'un peut-il éteindre ce micro? » Personne ne peut l'éteindre, Antoine, dis-je, parce que la seule chose que tu contrôles en ce moment, c'est ta propre peur. Tu nous as parlé d'innocence, tu nous as parlé de pureté. Eh bien, combien de cauchemars as-tu créé pour construire ce rêve? Qu'est-ce que tu racontes? S'écria Antoine. Sa voix était cassée. Je suis un artiste, sécurité, virez-moi ce fou. Artiste? Répétai-je. Voyons cela de plus près. C'est à ce moment-là que le masque d'une personne tombe. Avant de continuer à regarder, prenez une seconde pour réfléchir. Les images que vous allez voir peuvent être dérangeantes. Mais n'oubliez pas que fermer les yeux ne changera pas la réalité. Si vous voulez que justice soit faite, écrivez « justice » dans les commentaires, car le jugement d'Antoine ne se déroule pas au tribunal, mais ici et maintenant, dans votre conscience. « Lieutenant », dis-je, « montrez-moi l'image. » L'énorme écran LED derrière Antoine s'est débarrassé du logo V. Il s'est assombri pendant un instant. La salle a été plongée dans l'obscurité totale.
Seuls les chuchotements des gens et les cris d'Antoine « Que faites-vous » étaient audibles. Et puis, la lumière est revenue, mais ce n'était pas le projecteur de la scène, c'était la lumière fluorescente terne de l'usine clandestine, du camp de concentration, dans la forêt humide et étouffante du Laos. Sur l'écran géant, les images en noir et blanc, des caméras de sécurité capturées par Moreau apparurent. L'image était nette, des centaines de machines à coudre. À leur tête, des gardes armés de Kalachnikov. Et devant les machines, des enfants à peine assez grands pour atteindre les tables de couture. Un « Ah » collectif s'éleva dans la salle. C'était comme si des milliers de personnes avaient reçu un coup de poing en même temps. Les coupes de champagne tombèrent des mains, les rires cessèrent. Sur l'image, un gardien frappait le dos d'un enfant assoupi avec la crosse de son fusil. L'enfant sursauta et, sans pleurer, continua son travail, terrifié. Ce qu'il cousait était exactement la même veste à paillettes qu'Antoine portait quelques instants auparavant. Antoine se retourna et fit face à son propre enfer sur l'écran géant. Le sang se retira de son visage. Sa couleur redevint celle de la soie, ivoire qu'il aimait tant. « C'est un mensonge !» cria-t-il dans le micro, mais sa voix tremblait. « C'est un deepfake, c'est de l'intelligence. Artificielle, il complote contre moi. Je ne connais même pas cet endroit. » Je me suis penchée vers mon micro. « C'est un mensonge, Antoine ?» ai-je demandé. « Alors pourquoi, en direct à l'antenne, la conversation cryptée que tu as eue avec le directeur de cette usine est-elle connectée à ton téléphone personnel ?» Une autre fenêtre s'ouvrit à côté de l'image à l'écran. Moreau faisait des merveilles. Il s'agissait de l'application de messagerie instantanée sur le téléphone d'Antoine. Et le dernier message avait été envoyé seulement 2 minutes auparavant. Directeur K. Monsieur, la livraison est prête. Nous avons fait travailler les enfants pendant 18 heures, mais nous avons atteint le quota. Nous attendons le paiement sur le compte crypto. Ah mais n'ayez pas, Antoine. Parfait. Jetez les malades dans la forêt et amenez-en de nouveau. Paris m'attend. Le salon se figea. Le temps s'arrêta. Alors que le message s'affichait en lettres géantes à l'écran, personne ne pouvait respirer. La célèbre mondaine à côté de moi se couvrait la bouche de la main, se retenant de vomir. Sophie me regardait, les larmes aux yeux et la fierté au regard. « Toi, dis-je, ma voix résonnant désormais comme le marteau d'un juge. Tu ne nous as pas vendu un rêve, Antoine. Tu nous as vendu du sang. » Antoine s'est effondré à genoux. Cet homme arrogant, cet homme divin semblait tout petit au milieu de la scène qu'il avait lui-même créée. Mais mon travail n'était pas encore terminé. Ce n'était que le début. « Mesdames et messieurs, dis-je en m'adressant à la salle, la deuxième partie du spectacle commence maintenant, car Antoine n'est pas seul, il n'est qu'une vitrine. Il est temps de vous montrer les rateaux qui se cachaient derrière cette vitrine. » Je regardais Luc, le garçon me regardait avec admiration. « Continue, Luc, lui ai-je dit. Le dossier suivant. » Ce soir-là, le carrousel du Louvre n'assistait pas seulement à un défilé, mais à une exécution. Et le bourreau était une grand-mère vêtue d'habits démodés. Quand on lance une bombe dans une pièce, l'explosion est bruyante, mais le véritable chaos commence quand la poussière et la fumée se dissipent. Alors qu'Antoine tremblait sur le podium, la foule élitiste présente dans la salle cherchait une issue, comme des rats sur un navire en perdition. Mais il ne savait pas que les portes étaient verrouillées et que j'avais les clés. Je me suis légèrement penchée en arrière dans mon fauteuil. À la table technique, Luc me regardait non plus avec effroi, mais avec une expression fascinée. « Et maintenant ?» a-t-il demandé, comme s'il attendait le prochain tube d'un DJ. « Le suivant », dis-je en détournant mon regard de la scène pour le poser sur la femme élégante assise au premier rang qui me regardait avec dégoût. Le morceau suivant est pour la baronne Éloise de Valois, la cousine d'Antoine, et sa plus grande investisseuse, la femme qui était assise à côté de moi il y a quelques instants et qui essayait de m'étouffer avec son parfum. « Baronne », dis-je dans le micro. Le timbre métallique de ma voix coupa à nouveau le brouhaha de la salle comme un couteau. La femme sursauta. Elle avait placé son sac devant sa poitrine, comme si un sac Louis Vuitton pouvait la protéger de la réalité. « Vous m'avez regardé comme si j'étais un domestique, n'est-ce pas, baronne ?» ai-je poursuivi. « Vous avez raison, je suis un domestique, je suis au service de l'État, et l'État a examiné vos livres de compte. » Un nouveau document s'afficha à l'écran. Cette fois, il n'y avait pas de vidéo.
Il s'agissait d'un schéma représentant des transferts d'argent complexes, mais le lieutenant Moreau l'avait simplifié pour que tout le monde puisse le comprendre. Le principal sponsor de la marque Maison de l'Or, expliquai-je en choisissant mes mots avec soin, comme avec un pointeur laser, la Fondation pour les enfants du futur. Quel nom noble, n'est-ce pas? Cette fondation, présidée par la baronne, collecte des dons, mais nous voyons que... Sur l'écran, une flèche rouge partait du compte de la fondation pour rejoindre la société écran de cette horrible usine au Laos. Ah, les dons que vous collectez ne servent pas à sauver les enfants, mais à les asservir. Vous avez construit une usine avec l'argent de la fondation. Ah, et vous avez récupéré l'argent sale provenant de cette usine sous forme de dividendes que vous avez transféré sans payer d'impôts sur votre compte en Suisse. Les voix qui s'élevaient dans la salle n'étaient plus des voix de stupéfaction, mais de haine. Les gens se tournaient vers la baronne et lui criaient dessus, la montrant du doigt. La baronne s'écria « C'est une calomnie! Appelez mon avocat !» Mais sa voix était étouffée par ma vérité. « Vous n'avez pas besoin d'appeler votre avocat, dis-je d'une voix calme, car lui aussi figure actuellement dans ce schéma en tant que blanchisseur d'argent NDEG 3. Il est probablement en train d'essayer de s'enfuir lui aussi. » Ah, puis j'ai détourné les yeux vers ce jeune homme, cet influenceur qui compte des millions d'abonnés et qui n'avait pas levé les yeux de son téléphone pendant tout le défilé. Il s'appelait Sébastien. Il avait maintenant baissé son téléphone et regardé l'écran avec horreur. « Et toi, Sébastien, dis-je, l'idole des jeunes, l'ambassadeur de la mode durable. » Sébastien déglutit. « Je ne suis qu'un mannequin, je ne savais rien !» s'écria-t-il, jouant la comédie de l'innocence. « Ah bon ?» dis-je. « Lieutenant, passez le message vocal que Sébastien a envoyé à Antoine la semaine dernière. » La voix détendue et moqueuse de Sébastien résonna dans la salle. Enregistrement vocal. « Salut Antoine, t'as bien ficelé ce truc du coton bio, mon pote. » Tout le monde crache 500 € parce qu'on a mis les feuilles vertes sur les étiquettes. Personne ne se rend compte que ces chiffons sont en plastique. Ce sont des idiots. Je te jure, des idiots. Le visage de Sébastien devint livide. Ses followers, ses fans, les millions de personnes qui le regardaient en direct à ce moment, là, tous avaient été trahis. Ces gens qu'il traitait de nuls étaient ceux qui l'avaient propulsé à ce poste. Voici le côté le plus sombre du pouvoir et de la célébrité. Derrière ces visages souriants se cache une arrogance qui ne nous considère que comme des portefeuilles. Si vous en avez assez d'être trompé, d'être pris pour un idiot et que vous soutenez la révélation de la vérité, partagez cette vidéo, car cette chaîne ne se brisera que lorsque nous en briserons les maillons. Antoine courait d'un côté à l'autre du podium. « Fermez! Coupez la diffusion! Coupez l'électricité !» criait-il à l'équipe technique. Mais personne ne bougeait, car tout le monde avait vu à quel point le magicien derrière le rideau était en réalité impuissant. « Ça suffit !» s'écria finalement Antoine en me regardant, les yeux fixés sur l'obscurité. « Que veux-tu? De l'argent? Je t'en donnerai autant que tu veux. Un partenariat? D'accord, la moitié de l'entreprise est à toi. Mais arrête ça !» Je me suis retenue de rire. Il n'avait toujours pas compris. « Antoine, dis-je en baissant la voix, ton argent est trempé des larmes de ses enfants. Je ne toucherai même pas à cet argent. Ce que je veux, tu ne peux pas l'acheter. »« Alors, qu'est-ce que tu veux ?» s'écria-t-il. Je me suis penchée vers le micro et j'ai pris une inspiration pour porter le coup de grâce. « La justice, » panai-je répondu. « La justice pure, inestimable, brute. » À ce moment-là, les immenses portes de la salle s'ouvrirent bruyamment. Mais ceux qui entrèrent n'étaient pas les nouveaux mannequins, des uniformes bleus, des insignes brillants, et, menottes à la main, la police française et le procureur chargés des crimes financiers. Le procureur était un homme grand et sévère. Alors qu'il s'avançait vers l'estrade, le monde scintillant d'Antoine se heurta à la froideur grise de la loi. Antoine regarda les policiers, puis moi, puis à nouveau les policiers. Il n'avait nulle part où aller. La scène était devenue sa prison. « Mesdames et messieurs, dis-je en me levant lentement de la table technique, la finale de notre défilé sera un peu différente. L'accessoire le plus tendance de cette saison, les menottes en acier. » Je me suis tournée vers Luc. « Lance la musique, Luc, » lui ai-je dit. « Mais cette fois, choisis quelque chose de triste, une chanson d'adieu. »
Et Antoine, sur son propre podium, devant ses propres caméras, sous les décombres de l'empire factice qu'il avait créé, était plaqué au sol par les policiers. J'ai mis mon sac à l'épaule. Mon travail n'était pas encore terminé. Ce n'était que la partie visible. Maintenant, le vrai nettoyage commençait. Le luxe a une odeur particulière, un mélange de cuir, de lavande et de billets fraîchement imprimés. Mais l'odeur de la chute est beaucoup plus forte. Une odeur de sueur, de café rassis et de peur métallique. Lorsque j'ai ouvert la porte de la salle d'interrogatoire où se trouvait Antoine de Valois, c'est exactement cette odeur qui m'a envahi les narines. En entrant, j'ai vu ce qui restait de ce dieu de la mode. Sa veste pailletée avait été retirée et remplacée par une couverture grise standard. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient ébouriffés et collés à son front. Son maquillage avait coulé, révélant les cernes violées sous ses yeux. Quand on arrache les plumes d'un paon, il ne reste plus qu'un oiseau frêle et tremblant. Antoine était exactement comme ça. En me voyant, il s'est précipité vers moi. Les menottes qu'il avait aux mains ont frappé la table métallique, produisant un cliquetis métallique. « Toi » a-t-il grogné, sa voix était rauque. Il avait probablement crié pendant des heures. « Comment es-tu entré ici? Où est mon avocat? Je veux passer un coup de fil. » Je refermai doucement la porte derrière moi. Je tirai une chaise et m'assis juste en face de lui. Seul mon dossier en cuir se trouvait sur la table métallique qui nous séparait. « Assieds-toi, Antoine, dis-je. » Ma voix était aussi calme que celle d'un professeur s'adressant à un élève turbulent. « Et ne gaspille pas ton énergie. Ton avocat, Pierre, il ne peut malheureusement pas venir. Il est actuellement dans la pièce d'à côté, occupé à révéler au procureur les codes secrets de ses comptes cachés dans des banques suisses. » Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent. « Pierre ne parlera pas, dit-il, mais sa voix trahissait son incrédulité. Je lui ai donné le monde. Les mondes que tu as ici donnés à Pierre ne t'appartiennent plus, Antoine, dis-je en ouvrant le dossier. Et Pierre est un homme intelligent. Plutôt que de couler avec toi, il a choisi le programme de protection des témoins et une peine de prison réduite de 10 ans. La loyauté n'est un concept valable que pour ceux qui ont un chéquier bien rempli dans ton monde, n'est-ce pas? Je lui ai lancé une photo prise juste après le défilé alors qu'il montait dans le fourgon de police. L'expression sur son visage était inestimable. « Tu sais, ai-je dit en me calant dans mon siège, qu'est-ce que j'ai pensé en te regardant sur le podium hier soir? Tu m'as traité de démodé, tu m'as traité de tâche. Mais c'est toi qui étais la tâche, Antoine. Tu étais une plante grimpante toxique qui s'était accrochée à cette ville, à cette culture. » Antoine a frappé du poing sur la table. « Je suis un artiste, je suis un visionnaire. J'ai donné du travail à ces enfants. Sans cette usine, ils seraient morts de faim. » Voilà, le mécanisme de défense classique du narcissique, croire qu'il n'est pas coupable, mais sauveur. Je souris, mais ce sourire n'atteignit pas mes yeux. « Sauveur, » murmurai-je, « regarde le dossier, Antoine. » Antoine a tendu la main vers le dossier, les mains tremblantes. Ce qui en est sorti, ce n'étaient pas des états financiers, c'étaient des photos, mais pas celles du Laos. C'était sa maison à Paris, son yacht, son jet privé. Tout était recouvert de bandes jaunes portant la mention « scellé ». « À partir de 4 heures ce matin, » dis-je d'une voix claire, comme un médecin annonçant l'heure du décès, « tous les biens de la Maison de l'Or, ses comptes personnels, ses biens immobiliers et même ta collection d'art tant aimée ont été saisis par l'État. Même la chaise sur laquelle tu es assis est techniquement plus riche que toi. » Antoine eut le souffle coupé en regardant les photos. Il n'avait pas peur d'aller en prison. Il avait peur de devenir pauvre. Pour lui, la mort était synonyme de pauvreté. « Vous ne pouvez pas faire ça, » murmura-t-il. « C'est illégal. J'ai des amis influents, des ministres, des sénateurs. »« Ah, ces amis !» dis-je avec une tristesse moqueuse. « J'ai donné votre numéro au lieutenant Moreau. Il les a tous appelés. Mais curieusement, tous ceux qui ont vu votre numéro ont raccroché, même la baronne Héloïse. Elle aussi a ses propres problèmes en ce moment. Elle est en train de se faire lyncher par la presse à cause d'une affaire de corruption au sein de sa fondation. » Antoine prit sa tête entre ses mains, ses épaules se mirent à trembler. Il pleurait, mais pas de regret, plutôt de désespoir. « Pourquoi ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Il leva la tête et me regarda, ses yeux étaient injectés de sang. « Pourquoi moi? Pourquoi m'as-tu choisi parmi tant d'autres? Était-ce seulement une lutte pour un siège ?» Je me penchai vers lui, je plongeai mon regard au plus profond de ses yeux.
Le siège n'était qu'une étincelle, Antoine, dis-je. Tu pensais être intouchable, tu pensais pouvoir écraser les gens, les humilier et t'en tirer à bon compte. Tu considérais les femmes comme moi, comme du passé. Mais tu as oublié une chose, le passé est le fondement de l'avenir. Et si tu construis un bâtiment sur des fondations pourries, il s'effondrera au moindre tremblement. Je me suis levée. L'oxygène dans cette pièce ne me suffisait plus. Son impuissance créait un manque d'air. L'interrogatoire va commencer dans quelques instants, dis-je en me dirigeant vers la porte. Le procureur pourrait te proposer un accord. En échange de la dénonciation de tes complices, de ce réseau international. Peut-être pas la prison à vie, mais 20 ans. Tu as tout le temps d'y réfléchir. Masson! Non, attendez! Cria-t-il derrière moi. Camille, je vous en prie, il doit y avoir un moyen. J'ai de l'argent, j'ai des comptes secrets que personne ne connaît. Je vous le donnerai, je vous donnerai tout, mais sortez-moi d'ici. Je m'arrêtai, ma main se figea sur la poignée de la porte. Je me retournai pour le regarder une dernière fois. C'est à ce moment-là, le moment où un homme perd complètement son honneur, où il vend son âme. Antoine croyait encore que tout avait un prix. Si vous aussi vous croyez que certaines choses dans la vie, la justice, l'honneur, la conscience, ne s'achètent pas, aimez cette vidéo pour montrer votre position. Car la meilleure réponse à donner à des gens comme Antoine, c'est de se dresser devant une foule qu'ils ne peuvent pas acheter. Nous connaissons aussi ces comptes secrets, Antoine, ai-je dit froidement. Les îles Caïmans, le compte Blue Butterfly. 12 millions d'euros. Ne t'inquiète pas, nous utiliserons cet argent pour la réhabilitation et l'éducation de ces enfants au Laos. Ainsi, tu deviendras enfin un véritable philanthrope, même si ce n'est pas de ton plein gré. La dernière lueur d'espoir sur le visage d'Antoine s'éteignit. Il s'effondra sur sa chaise. Ce n'était plus un être humain, mais une coquille vide. J'ouvris la porte et sortis dans le couloir. Les lumières vives du couloir m'éblouirent. Mais cette fois, elles ne me dérangèrent pas, ne dérangèrent pas, car je n'avais plus besoin de me cacher dans l'ombre. Dehors, une armée de journalistes attendait devant le commissariat. Les flashs crépitaient, toutes. Le monde était curieux de voir cette femme mystérieuse, cette tante démodée qui avait détruit son empire de la mode en une nuit. J'ai ajusté ma veste, j'ai mis mon sac à mon bras. Et, la tête haute, j'ai marché d'un pas décidé vers la porte. Antoine était fini, mais la guerre n'était pas terminée. Les autres étaient que les prochains sur la liste. Sébastien, la baronne et tous ceux qui graissaient les rouages du système. En descendant les escaliers, mon téléphone vibra. Un message du lieutenant Moreau. Amiral, les contrats de sponsoring de Sébastien ont commencé à être annulés. Et nous avons découvert le plan de fuite de la baronne. Son avion privé est sur le point de décoller de Nice. J'ai souri. Préparez le jet, lieutenant, murmurai-je. Le temps est beau à Nice en cette saison. Nous allons dire adieu à une baronne. Lorsque nous avons atterri à Nice à bord du jet Falcon de la marine française, le soleil m'a ébloui. La Riviera, le terrain de jeu des riches, la dernière étape des fugitifs. La baronne Héloïse de Valois voyait également cet endroit comme une porte de sortie. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que j'étais la clé de cette porte. Alors que nous roulions vers le terminal privé à bord d'une voiture de police civile qui nous attendait sur la piste, le lieutenant Moreau me chuchota les dernières 100 mètres coordonnées dans mon oreillette. L'avion a demandé l'autorisation de décoller et... Amiral, je fais patienter la tour. Le pilote est paniqué. La baronne a dû lui offrir une fortune. Continuez à les faire attendre, lieutenant, ai-je répondu en mettant mes lunettes de soleil. Cet oiseau ne quittera pas son nid aujourd'hui. Lorsque nous avons franchi la porte VIP du terminal, j'ai vu la scène derrière la vitre. La baronne Héloïse, entourée de 4 grandes valises, un téléphone à la main, criait après l'agent des services au sol. La noble femme froide et posée avait disparu, remplacée par une chatte sauvage acculée dans un coin. Son ensemble en lin blanc était froissé, son célèbre chapeau avait glissé. « Comment ça, on ne peut pas décoller ?» s'écriait-elle. « Je suis la baronne de Valois, je peux acheter cet aéroport. Dites à ce fichu pilote de démarrer les moteurs. » Je m'approchai d'elle, le bruit de mes talons sur le sol en marbre couvrait ses cris. « Le pilote peut démarrer les moteurs, Héloïse, » dis-je d'une voix calme. « Mais où vas-tu aller? Il n'y a nulle part où se cacher dans le ciel. » Héloïse se figea.
Elle se retourna lentement. En me voyant, son visage devint livide. C'était comme si elle avait vu la mort en face. En fait, j'étais la mort pour sa vie sociale. Toi, dit-elle, haletante, tu ne vas pas me laisser tranquille? Tu m'as pris, Antoine, tu m'as pris l'entreprise. Ça ne te suffit pas? Non, répondis-je en regardant les énormes valises Louis Vuitton à côté d'elle. Qu'y a-t-il dans ces valises, Héloïse? Tes vêtements d'été? Ou bien l'argent que tu as retiré à la dernière minute du compte de la fondation et les bijoux de famille? Son regard se détourna. Bingo. Ce sont mes effets personnels, s'écria-t-elle en se jetant sur une valise. Tu ne peux pas y toucher. J'ai fait signe aux policiers d'ouvrir la valise. Les 2 agents l'ont prise avec douceur mais fermeté. Lorsque la fermeture éclair s'est ouverte, le spectacle qui s'est offert à nos yeux nous a tous éblouis. Il n'y avait pas de vêtements, des liasses de billets en euros, et des diamants et des émeraudes remplissant des pochettes en velours. Ah, Héloïse, ai-je dit en secouant la tête. Quel plan de fuite, vulgaire pour une baronne. De l'argent liquide? Vraiment? À l'ère numérique? Héloïse s'est effondrée en sanglotant. Vous ne comprenez pas, a-t-elle pleuré. Vous avez gelé tous mes comptes? Mes cartes de crédit ne fonctionnent plus? Je n'ai plus un sou. Que pouvais-je faire? Peut-être, dis-je en me penchant vers elle, que tu pourrais essayer de travailler, comme les enfants au Laos. J'ai entendu dire qu'il était obligatoire de coudre dans l'atelier de la prison. Tu aurais un sujet de conversation avec Antoine. Héloïse leva la tête. Son maquillage avait coulé. Son visage était méconnaissable. Aie pitié de moi, dit-elle. Je n'étais qu'une investisseuse. Je ne connaissais pas les détails. Antoine s'occupait de tout. Je ne faisais que signer. Je sortis ma tablette de mon sac. Tu signais, oui, dis-je. En particulier les documents falsifiés pour remplacer les rapports d'audit et l'acte de propriété de la maison que tu t'es acheté avec l'argent de la fondation. Je lui ai montré l'écran. La liste des dépenses effectuées par la baronne avec l'argent de la fondation défilait. Achats effectués avec l'argent collecté pour les enfants. 1. Les frais de carburant d'un yacht de 45 mètres à Monaco. 2. 12 sacs Hermès en édition limitée. 3. Et le plus intéressant, 500 000 € versés pour faire taire son jeune amant. Héloïse resta bouche bée. Comment... Je suis le chef des services secrets, Héloïse, dis-je. Je peux entendre les secrets que tu chuchotes dans ta chambre. C'est ça, le vrai pouvoir. L'argent peut vous protéger, le statut social peut vous ouvrir des portes. Mais si vous avez un passé trouble, quelqu'un finira par vous fermer la porte au nez. Si vous voulez que la justice s'applique même aux personnes intouchables au sommet, partagez cette vidéo. Car ces valises 6 de la baronne, c'est en réalité votre avenir qui vous a été volé. Les policiers ont emmené la baronne. Les menottes à ses poignets contrastaient étrangement avec son bracelet Cartier hors de prix. « Où m'emmenez-vous » demanda-t-elle en tremblant. « À Paris, ai-je répondu. Antoine doit vous manquer. Vous aurez tout le temps de discuter lors de la confrontation. » Alors que la baronne était embarquée dans le fourgon de police, les autres passagers du terminal filmaient de la scène avec leur téléphone. La femme qui faisait autrefois la couverture des magazines était désormais virale en tant que criminelle. Alors que je la regardais s'éloigner, le lieutenant Moreau entra dans la pièce. « Amiral, dit-il. » Sa voix était impassible, comme d'habitude, mais je sentais une certaine urgence. « Félicitations, mais nous avons un problème. »« Lequel, lieutenant ?» La prochaine cible, Sébastien, le jeune influenceur. Il s'est enfui? Demandai-je en retournant vers l'avion. Non, monsieur, pire que ça, il est en direct. Et il vous prend pour cible, il vous présente comme un dictateur qui utilise le pouvoir de l'État pour s'en prendre à des innocents. Il appelle ses followers à descendre dans la rue. Je m'arrêtai, je remis mes lunettes de soleil. Il veut donc la guerre, dis-je, une guerre numérique. Monsieur, il a des millions de partisans. Il a lancé le hashtag m'a arrêté Camille. Il est en passe de devenir tendance. J'ai souri. La brise tiède de Nice m'a caressé le visage. La popularité, c'est comme le vent, lieutenant, dis-je. Elle arrive rapidement, mais peut changer de direction à tout moment. Sébastien joue avec le vent. Mais c'est moi qui crée la tempête. Que faisons-nous, amiral? Rentrons-nous à Paris? Oui, ai-je répondu en montant dans le jet. Nous retournons à Paris. Mais, avant cela, préparez une petite surprise qui détruira le monde numérique dans lequel Sébastien a tant confiance. Quel genre de surprise? Trouvez-moi le vrai Sébastien, lieutenant, le vrai visage, qui se cache derrière sa vie sponsorisée, et nous ferons de son téléphone, qu'il aime tant, le plus grand témoin contre lui.
Les moteurs du jet se mirent en marche. La baronne en avait fini. C'était maintenant au tour de cet enfant gâté qui essayait de manipuler le peuple. Prépare-toi, Sébastien. Les filtres ne te sauveront pas cette fois-ci. Les batailles modernes ne se livrent plus dans les tranchées, mais sur les serveurs. Et les généraux de cette guerre ne sont pas des soldats, mais des influenceurs. Sébastien, alia Atta Sebstil, diffusait en direct depuis son appartement ultra luxueux à Paris. Son visage occupait tout l'écran. Avec sa peau parfaite, ses yeux humides et sa voix tremblante, il s'adressait à des millions de personnes. « Mes amis, disait-il en reniflant, vous voyez cette intimidation dont je suis victime ? Cette femme sombre qui utilise le pouvoir de l'État pour essayer de me détruire simplement parce que je suis jeune et que je réussis. Je suis innocent, j'aime juste la mode. » Je lisais les commentaires qui défilaient à côté de l'écran. « Sébastien, nous sommes avec toi. Trouvez cette sorcière. Nous voulons justice. » Le lieutenant Moreau, assis à côté de moi, tapait nerveusement sur son clavier. « Amiral, le taux d'interaction a augmenté de 400%. Il appelle à descendre dans la rue. Doit-on alerter les forces de sécurité ?»« Ah, ma connaissance Non, lieutenant, répondis-je en prenant une gorgée de café. Pas besoin de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Il suffit d'allumer les lumières. Madame, non? Ok, ça va comme dites. Sébastien continuait à diffuser. Il m'accuse de vendre des produits contrefaits. J'ai conçu ces produits moi-même. Chaque couture est le fruit de mon travail. C'est mon âme. Je souris. Votre âme, dites-vous, murmurai-je. Lieutenant, ouvrez le dossier âme. Moreau appuya sur un bouton. C'est prêt, monsieur. Nous avons la sauvegarde cloud du téléphone de Sébastien, le dossier des vidéos supprimées. Bien, dis-je. Maintenant faisons un petit duo avec la diffusion en direct de Sébastien. Divise l'écran en deux. Dans cet appartement luxueux de Paris, alors que Sébastien pleurait au téléphone, il a soudainement perdu le contrôle de sa diffusion. L'écran de son téléphone s'est divisé en deux. En haut, son visage en pleurs. En bas, la vidéo que nous avions diffusée. Cette vidéo avait été tournée 3 jours plus tôt, dans le même appartement. Mais il n'y avait pas de filtre. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait que Sébastien et son manager. La vidéo a commencé à être diffusée. Sébastien dans la vidéo. « Mon fils, regarde ces idiots. Ils se sont rués sur ces t-shirts en édition limitée à 200 €. Combien as-tu dit qu'il coûtait ?»« Ah, manager, 1,5 €. Il vient du Bangladesh. On ment ?» Sébastien dans la vidéo. « Ha 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 ha, génial. Mets une étiquette durable dessus, vends-le 2 fois plus cher. Ces idiots pensent qu'ils sauvent le monde, mais en fait, ils peinent ma nouvelle Ferrari. » Sébastien continuait à jeter les lettres de ses fans à la poubelle. Ils m'ont même écrit une lettre disant « Sébastien, tu es ma source d'inspiration. » Je vais vomir. Votre source d'inspiration, c'est mon compte en banque, mes chéris. Sébastien, en direct à la télévision, se figea. Ses pleurs s'arrêtèrent net. Ses yeux se fixèrent sur son image à l'écran. « C'est un montage !» s'écria-t-il. Mais sa voix n'était plus aussi convaincante. « C'est de l'intelligence artificielle !»« Ce n'est pas de l'intelligence artificielle, Sébastien, » ai-je dit dans le micro. Ma voix a résonné dans son émission. « C'est toi, sans filtre. » Les commentaires ont cessé net. Puis, comme un tsunami, ils ont changé de direction. « Il est idiot ? Il se moque de nous. »« Bouh ! Je ne le suis plus. Rends-moi mon argent, menteur. » Sébastien a paniqué et a essayé de fermer la diffusion. Il tapait sur l'écran en criant « Ferme-toi, ferme-toi !» Mais en vain. La diffusion ne pouvait pas être fermée sans notre autorisation. « Oh, continuez, lieutenant, » ai-je dit. « Lancez l'autre vidéo de votre galerie. » Une nouvelle image est apparue à l'écran. Sébastien était à une fête avec Antoine. Il y avait de la poudre blanche et des bouteilles de champagne sur la table. Sébastien dans la vidéo. « Antoine, mon ami, que ferons-nous si ton affaire avec les enfants travailleurs éclate au grand jour ?» Antoine. « Ne t'inquiète pas, ta petite armée d'admirateurs me protégera. On leur donnera un code de réduction, ils oublieront tout. » Sébastien. « C'est vrai, avec 10% de réduction, ils vendraient même leur mère. » C'était le coup de grâce. Un silence s'est abattu sur la pièce. Sébastien ne bougeait plus. Il regardait simplement l'écran. Son visage était livide. Je regardais le compteur du nombre d'abonnés. 5 millions, 4 ou 5 millions, 3 millions.
Les chiffres étaient en chute libre. Chaque seconde, des milliers de personnes le quittaient. Les marques sponsors envoyaient des notifications les unes après les autres. Votre contrat a été résilié unilatéralement. Les réseaux sociaux nous présentent des vies parfaites, des personnes sans défaut. Mais n'oubliez pas que ce que vous voyez derrière l'écran n'est que ce qu'on veut bien vous montrer. Contre ceux qui exploitent vos valeurs, votre argent et votre confiance pour quelques likes, votre plus grand pouvoir est le bouton « Ne plus suivre ». Si vous en avez assez des mensonges virtuels, partagez cette réalité. S'il vous plaît, dit Sébastien en direct, la voix tremblante. Il ne jouait plus un rôle. Il avait vraiment peur. Je vous jure que... Je plaisantais. Je suis désolée. Vos excuses ne sont pas acceptées, Sébastien, ai-je répondu. Vous avez volé les rêves de ces jeunes. Vous avez monnayé leur amour pour vous, puis vous l'avez jeté à la poubelle. Maintenant, c'est à vous de vivre dans cette poubelle. Je fis signe à Moreau. Vous pouvez couper la transmission, lieutenant. Il a été suffisamment humilié. L'écran s'est éteint, mais le cadavre numérique de Sébastien est resté là, suspendu dans l'immensité de l'Internet. Je me suis retournée. Antoine était en prison. La baronne avait été arrêtée. Sébastien avait été socialement exécuté. C'est fini, amiral demanda Moreau en se frottant les yeux. J'ai pris une profonde inspiration. Les lumières de Paris filtraient à travers la fenêtre. Les méchants sont éliminés, lieutenant, dis-je. Mais l'histoire ne fait que commencer. Car si nous ne remplaçons pas ce que nous avons détruit par quelque chose de mieux, nous n'aurons fait que créer des ruines. Je pris ma veste. Rentrons à la maison. Demain, c'est le jour de la reconstruction. Mais alors que je franchissais la porte, mon téléphone sonna. Le numéro était masqué. Je répondis. « Allô ?» La voix au bout du film était familière. Très familière, mais cette voix ne ressemblait pas à l'arrogance d'Antoine ou à la capricieuse baronne. Cette voix avait un ton beaucoup plus dangereux. « Tu m'as impressionné, Camille, » a dit la voix. « Tu as renversé mes pions, mais le roi est toujours en jeu. » Le téléphone s'est éteint. Je suis restée où j'étais. Je reconnaissais cette voix. Elle venait du ministère. La guerre n'était pas terminée. Elle était simplement passée à un autre niveau. Lorsque le téléphone s'est éteint, le lieutenant Moreau m'a regardé avec des yeux effrayés. « Qui était ce Catillé ?» m'a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu, parce que je connaissais la réponse. Je reconnaissais le timbre de cette voix, cette intonation arrogante. Cela ne ressemblait pas à l'arrogance d'Antoine. C'était un calme beaucoup plus dangereux, celui que confèrent le pouvoir et l'immunité. Cette voix était celle d'Henri de Montaigne, le ministre du Commerce, et mon ancien camarade de classe. « Lieutenant », avais-je dit en rangeant le téléphone dans ma poche, « préparez la voiture, nous allons au ministère. » « Au ministère ? Mais monsieur, c'est une zone diplomatique, cela ne relève pas de notre compétence. » « La justice ne connaît pas de frontières géographiques, lieutenant, » avais-je répondu. Et maintenant, je suis là, devant l'immense porte en chêne du ministère. La faible lumière qui filtrait de l'intérieur indiquait qu'Henri était encore en train de travailler, ou qu'il m'attendait. Je n'ai pas frappé à la porte, je l'ai simplement ouverte. Henri se tenait devant la fenêtre, un verre de cognac à la main, contemplant la vue nocturne de Paris. Il n'a pas été surpris de me voir. Il s'est retourné et m'a adressé son célèbre sourire diplomatique. « Camille, dit-il, tu es rapide, comme d'habitude. Et toi, tu es sombre comme d'habitude, Henri, dis-je en entrant dans la pièce et en fermant la porte. Antoine, Héloïse, Sébastien, ils étaient tous tes pions, n'est-ce pas? Henri rit. Il se dirigea vers son bureau et posa son verre. Des pions, Camille? Ils sont là pour être sacrifiés sur l'échiquier. Ils servaient à détourner l'attention. Le vrai jeu se jouait dans leur ombre. L'usine au Laos, dis-je en m'approchant de lui. Elle n'apparaissait pas dans les registres douaniers, parce que tu faisais entrer ces marchandises dans le pays sous le statut de cargaison diplomatique, avec le sceau du ministère. Henri haussa les épaules. L'économie française est en difficulté, Camille. Nous avons un déficit budgétaire. La petite opération d'Antoine rapportait 200 millions d'euros par an au trésor public en recettes fiscales. J'ai simplement trouvé une solution pratique pour mon pays. J'avais la nausée. Pour la patrie ? Demandai-je d'une voix glaciale. Tu combles le déficit budgétaire avec le sang des enfants. Combien de ces 200 millions sont allés au trésor public et combien ont atterri sur ton compte aux îles Caïmans ?
Le sourire sur le visage d'Henri s'est effacé. Il a plissé les yeux. « Fais attention à ce que tu dis, amiral, dit-il d'une voix plus dure. Tu n'as pas affaire à un criminel, tu as affaire à un ministre de l'État. Tu ne peux pas me faire tomber avec un spectacle comme celui d'Antoine. J'ai des lobbies derrière moi, des géants de l'industrie. Si tu me fais tomber, la bourse s'effondrera, le gouvernement tombera. » Il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit un dossier. Il le jeta devant moi. « Voici ton dossier, Camille, » dit-il. Les dépenses du budget, de la marine, ta retraite, la future carrière de ta nièce Sophie. Si tu quittes cette pièce sans faire de bruit, Sophie commencera demain à travailler comme styliste en chef dans la maison de couture la plus prestigieuse. Et toi, tu profiteras de ta retraite dans ta villa de Nice que tu aimes tant, un pot de vin, et du plus bas étage, en menaçant ma famille. J'ai regardé le dossier, puis Henri. « Tu ne me connais pas, Henri, lui ai-je dit. Nous avons fréquenté la même école, mais nous n'avons pas suivi les mêmes cours. Tu étais en cours de politique et négociation, moi en cours de honneur et patrie. » J'ai mis la main dans la poche de ma veste. Henri a sursauté. Il pensait que j'allais sortir une arme, mais j'ai sorti une arme bien plus efficace. Un petit enregistreur noir. Le voyant rouge clignotait. « Cette conversation, dis-je en levant l'appareil, est actuellement retransmise en direct sur les serveurs du lieutenant Moreau, et de là, à l'Agence nationale de presse. » Le visage d'Henri devint livide. Le ministre calme et puissant avait disparu, remplacé par un vieillard paniqué. « Vous ne pouvez pas faire ça !» cria-t-il en contournant la table pour s'approcher de moi. « C'est une trahison envers la patrie. Vous divulguez des secrets d'État. » « Non, Henri, répondis-je sans reculer. C'est toi qui trahis la patrie. Je ne fais que nettoyer la tique qui s'est accrochée à elle. Mais le pouvoir est un poison. Ceux qui sont au sommet se considèrent parfois au-dessus des lois, de la morale et de la conscience. Ils protègent leurs propres intérêts au nom de l'intérêt de l'État. Mais n'oubliez pas, l'État, ce ne sont pas ceux qui occupent ces sièges. C'est nous, c'est le peuple. Si vous aussi, quelle que soit votre position, vous pensez que les coupables doivent rendre des comptes? Partagez sous cette vidéo, car l'obscurité ne disparaît que lorsqu'on l'éclaire. Henri a tenté de se jeter sur moi, mais il avait oublié une chose. Il était un homme politique, et moi, un soldat. Je lui ai saisi le poignet, l'ai neutralisé d'un léger mouvement de torsion et l'ai remis sur son siège. Il a gémi de douleur. « C'est fini, Henri, lui ai-je dit. Que la bourse s'effondre, qu'importe. Que le gouvernement tombe, qu'importe. Mieux vaut un champ de ruines propre qu'un palais souillé. » Mon téléphone a sonné. C'était le lieutenant Moreau. « Monsieur, » dit Moreau d'une voix excitée, « l'enregistrement a été diffusé. Les agences de presse diffusent des flashs. L'Élysée vous appelle. Le président souhaite vous voir. » Je regardais Henri. Il était affalé dans son fauteuil, épuisé. « Passez-moi le téléphone, lieutenant, » dis-je. En quittant la chambre d'Henri, je laissai derrière moi non seulement un ministre, mais tout un système corrompu. Mais je savais que cela ne s'arrêterait pas là. Henri n'était qu'une porte, et lorsque je franchirais cette porte, ce qui m'attendrait serait bien plus effrayant que le podium d'Antoine, car Henri avait murmuré une dernière phrase en tombant. « Ils m'ont sacrifié, Camille, mais le conseil ne te laissera pas vivre. » Le conseil? Au cours de mes 30 années de carrière, je n'avais entendu ce mot qu'à voix basse. Je pensais que c'était une légende, cette table invisible au sommet de l'État, du capital et des médias. Donc, c'était vrai. Et donc, je venais de leur déclarer la guerre. Lorsque je quittais le bâtiment, les premières lueurs du jour se posaient sur Paris. Il faisait froid, mais le feu qui brûlait en moi suffisait à me réchauffer. La guerre ne faisait que commencer. Lorsque je suis entrée dans le bureau du président français, je n'ai pas été accueillie par le protocole habituel. Le silence régnait sur les tapis rouges. J'avais dû laisser le lieutenant Moreau dehors, à la porte de sécurité. On m'avait demandé de remettre mon arme en entrant. Je l'avais donnée en souriant, car ma plus grande arme se trouvait dans mon cerveau et il ne pouvait pas me la prendre. Lorsque les immenses portes du salon d'or se sont refermées, j'ai vu que nous n'étions pas seuls à l'intérieur. Le président était assis derrière son célèbre bureau ancien, mais il n'avait pas son habituelle posture droite. Ses épaules étaient affaissées, son regard fixé sur une feuille blanche posée sur le bureau. Et dans l'ombre, dans un coin de la pièce, quelqu'un d'autre était assis dans un fauteuil en cuir. Il était des vieux, très vieux. Son visage était sillonné de rides comme une carte géographique, mais ses yeux étaient vifs et froids comme ceux d'un cobra.
Au lieu d'une canne, il tenait un parapluie à manches en ivoire. « Bienvenue, Camille, » dit le vieil homme. Sa voix ressemblait au bruissement des feuilles mortes. Le président ne parlait pas. Le pouvoir avait changé de main dans cette pièce. « Je pensais que c'était le président qui m'avait convoqué, dis-je en me tenant droite au milieu de la pièce. Mais je vois que la personne qui dirige la France a changé. » Le vieil homme sourit légèrement. « Les présidents vont et viennent, Camille. Les élections sont des spectacles coûteux organisés pour que le peuple se sente important. Mais nous, le conseil, nous sommes toujours là. » Il ne m'a pas dit son nom. Ce n'était pas nécessaire. Il était l'ancien argent. Cette main invisible qui possède les banques, les usines d'armes, les géants des médias. « Tu as détruit Henri, » dit l'homme en frappant le sol avec sa canne. « C'était un enfant doué. Il était un peu cupide, mais il nous était utile. Nous avons dû nous en débarrasser, à cause de toi. » « À cause de la justice, » ai-je corrigé. « Justice ?» L'homme mâcha ce mot comme s'il avait un goût étrange dans la bouche. « La justice est un concept que nous avons inventé pour empêcher les pauvres de se dévorer entre eux. » Camille. Il n'y a pas de justice dans ce monde, seulement de l'ordre. Et toi, tu menaces cet ordre. Il se leva et s'avança lentement vers moi. Nous avons une proposition à te faire, dit-il. Tu déclareras que l'enregistrement vocal d'Henri est un montage. Tu demanderas ta retraite et en échange, ta nièce Sophie vivra. Mon sang se glaça. La froide colère de la Fashion Week était revenue. Mais cette fois, elle était plus intense. Si vous touchez à Sophie et... Nous l'avons déjà touchée, m'interrompit l'homme. En ce moment même, une voiture noire attend devant l'école de Sophie. Les hommes à l'intérieur attendent mon ordre. Un simple coup de fil de ma part, et Sophie sera la malheureuse victime d'un accident de la route. Je regardai le président. Il baissa la tête. Dans son propre palais, il restait silencieux face à ce chantage exercé sur son propre peuple. Les ficelles étaient donc si serrées. Je pris une profonde inspiration. C'est donc ça la règle du jeu, dis-je, cibler des innocentes. Les règles du jeu, c'est de gagner, Camille, a répondu le vieil homme. Tes petites révélations, tes campagnes sur les réseaux sociaux, ça ne nous fait pas de mal. C'est nous qui avons conçu le système. C'est nous qui nommons les juges. C'est nous qui écrivons les gros titres. Qui es-tu? Juste une bureaucrate démodée. Parfois, le mur qui se dresse devant vous est si haut que vous pensez ne pas pouvoir le franchir. On vous dit « Vous n'êtes rien, nous sommes tout ». On essaie de vous intimider, de vous menacer en s'en prenant à vos proches. Mais on oublie une chose, même les plus grands murs peuvent s'effondrer à cause d'une petite fissure. Si vous refusez de céder à la peur, partagez cette vidéo, car le courage est aussi contagieux que la peur. J'ai souri. Vous avez raison, ai-je dit. Je suis démodée. Je viens d'un monde analogique, et dans le monde analogique, nous avons toujours un plan de secours. J'ai porté ma main à ma montre. Une vieille montre à remontage manuel. Cette montre, ai-je dit en montrant le cadran, ne fait pas que donner l'heure, elle contient un émetteur, et cet émetteur est relié à mon pouls. Le vieil homme fronça les sourcils. Qu'est-ce que vous racontez? Si mon pouls s'arrête, ai-je poursuivi d'une voix calme, ou si je n'entre pas un certain code dans les 10 minutes, le protocole apocalyptique se déclenche. Le protocole Apocalypse, toutes les informations que j'ai recueillies pendant 30 ans, pas seulement celles concernant Henri, vos relevés bancaires, les noms des autres membres du Conseil, vos ventes d'armes illégales, vos manipulations électorales, le tout sera automatiquement téléchargé en un seul fichier vers les 5 plus grandes agences de presse mondiales, Wikileaks et les serveurs publics d'Interpol. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. L'expression arrogante sur le visage du vieil homme se figea. « Vous bluffez, dit-il, mais sa voix tremblait. Je ne suis pas un joueur de poker, dis-je, je suis un soldat. Et les soldats, lorsqu'ils pénètrent dans les lignes ennemies, retirent la goupille de leurs grenades. » Le président leva la tête. Pour la première fois, je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. « Enlevez cette voiture devant l'école de Sophie, » ai-je dit. Immédiatement, le vieil homme m'a regardé. Ses yeux étaient remplis de haine pure. Mais la peur était plus forte que la haine. Il a sorti son téléphone de sa poche. Il a composé un numéro. « Retirez-vous, » dit-il brièvement, puis il raccrocha. « Ne crois pas que tu as gagné, a-t-il grogné. Nous te laisserons vivre, Camille. Mais nous te rendrons la vie impossible, nous te couperons ta pension, nous détruirons ta réputation, nous te ferons passer pour une folle. » Je me dirigeai vers la porte.
La main sur la poignée, je m'arrêtai et me retournai. Vous pouvez me faire passer pour une folle, dis-je. Mais le peuple se réveille. J'ai commencé avec Antoine, j'ai continué avec Henri, et maintenant, ils savent que vous existez. Personne ne te croira, a-t-il crié derrière moi. Ils n'ont pas besoin de me croire, ai-je répondu en ouvrant la porte. Il suffit qu'ils aient des doutes. Une fois que le doute est semé, aucune autorité ne peut l'éradiquer. Quand je suis sortie, le lieutenant Moreau m'attendait. Il avait l'air inquiet. Amiral, vous allez bien? J'ai reçu un signal de votre émetteur cardiaque. J'étais sur le point de lancer le protocole. Calmez-vous, lieutenant, ai-je dit en descendant les marches du palais. L'air frais du matin à Paris me frappait le visage. Le protocole n'était qu'une assurance. L'explosion véritable commence maintenant. Que faisons-nous, monsieur? Rentrons-nous à la maison? Je suis montée dans la voiture. J'ai regardé une dernière fois la silhouette majestueuse mais décrépite de l'Élysée. Non, lieutenant, répondis-je, nous ne rentrons pas à la maison. Avant qu'ils ne me déclarent fou, je vais leur montrer ce qu'est la folie. Comment? J'ai sorti de mon sac la clé USB que j'avais récupérée lors du défilé d'Antoine. Elle contenait non seulement les informations de la maison de couture, mais aussi la carte du réseau invisible du Conseil. Ce soir, dis-je, nous ferons un discours à la nation, mais pas à la télévision. D'où, monsieur? Du cœur de Paris, de la tour Eiffel. Sous les yeux du monde entier, nous allons leur faire tomber le masque. Pas Mac? Le lieutenant a souri. Ce serait une révolution, amiral. Non, lieutenant, dis-je, ce n'est qu'un nettoyage. Pas bassonné. Le moteur démarra. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Soit je les éliminais, soit ils m'éliminaient, et je n'aimais pas perdre. Les livres d'histoire racontent que les révolutions commencent dans les rues. Mais ce soir, la révolution allait commencer dans le ciel. Je me trouvais sur la place du Trocadéro, juste en face de la tour Eiffel. Le vent soufflait fort, faisant voler les pans de ma veste. En bas, je pouvais voir les dizaines de milliers de personnes qui remplissaient le champ de Mars. Avec la lumière de leur téléphone dans les mains, ils ressemblaient à une mer de lucioles dans l'obscurité. Quelle différence avec la lumière artificielle du défilé d'Antoine, quelle lumière authentique! Le lieutenant Moreau était à mes côtés, dans un minibus rempli de matériel technique. « Nous sommes prêts, amiral, dit-il dans l'oreillette. Nous avons accès au système d'éclairage de la tour Eiffel. Tous les panneaux d'affichage numérique de la ville sont sous notre contrôle. Nous prendrons le contrôle des fréquences des chaînes nationales dans 30 secondes. » J'ai pris une profonde inspiration. Mes 30 années de carrière, mes innombrables opérations, mes nuits blanches, tout cela n'avait servi qu'à préparer ce moment. Il était temps de montrer à tout le monde comment ce regard arrogant qui humiliait une femme, une tante, humiliait en réalité tout un pays. « Commencez, lieutenant », ai-je dit. Et Paris s'est plongé dans l'obscurité. Les célèbres lumières jaunes de la tour Eiffel s'éteignirent, les lampadaires s'éteignirent. Seules les lumières des téléphones portables de la foule restèrent allumées. Une vague de panique instantanée se propagea. Puis, une projection laser géante apparut sur le corps de la tour. Bleue, blanche et rouge. Ce n'était pas le drapeau français. Non, c'était un cascade de codes représentant le flux de données. Et ma voix a résonné dans les haut-parleurs de toute la ville. « Bonsoir, Paris. Je suis Camille Claudel. » La foule s'est tue. « Vous ne me connaissez pas, » ai-je poursuivi. « Vous ne me voyez pas dans les magazines de mode. Vous ne me voyez pas à la tribune du Parlement. Je suis l'ombre de l'État. Mais ce soir, je suis ici pour révéler des vérités que même les ombres ne peuvent cacher. » La projection sur l'Eiffel Tour changea. L'usine d'Antoine au Laos, les comptes bancaires secrets d'Henri, les diamants volés par la baronne. Tout était projeté sur la structure métallique de la tour. Mais il n'y avait pas que cela. Le visage de ce vieux membre du Conseil était également là. Les contrats d'armement, la manipulation des médias. Ils nous ont menti pendant des années, dis-je. Ils nous ont caché que ce qu'ils appelaient la démocratie n'était en réalité que des négociations menées à huis clos. Ils nous considéraient comme des consommateurs. Ils nous considéraient comme des pions. Mais ils avaient oublié une chose. Les images dans la tour ont changé. Cette fois, ce n'étaient pas des criminels, mais des héros. Des images de la population locale sauvant des enfants au Laos, des jeunes manifestant devant le magasin d'Antoine, des millions de personnes suivant Sébastien. Quand les pions s'unissent,
C'était chèque Emma. Une salve d'applaudissements a éclaté au Trocadéro, mais cela ne ressemblait pas aux applaudissements polis du défilé. C'était un tonnerre, un mélange de colère et d'espoir. Ce soir, dis-je sans trembler, tous ces documents ont été transmis à la presse internationale. Ils n'ont plus nulle part où se cacher, ils n'ont plus aucune île où se réfugier. À ce moment-là, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai décroché. C'était la voix du vieil homme, mais cette fois, il n'y avait plus trace de ce ton froid et arrogant. Il n'y avait que de la peur. Arrête ça, Camille, dit-il haletant. On peut s'arranger, on te donnera tout, on te laissera diriger. J'ai souri, j'ai regardé la tour Eiffel. Je ne veux pas de la direction, ai-je répondu. Je ne fais que nettoyer. Et c'est tout. Je raccrochai le téléphone, retirai la carte SIM et la jetai dans la mer de lumières en contrebas. Lieutenant, dis-je, dernière étape. La tour Eiffel s'illumina soudain d'une lumière blanche. Elle était si puissante qu'elle transforma la nuit en jour. Et un seul mot apparut au sommet de la tour. Réveil, la foule criait « Justice! Justice !» Mais dans ce napon-midi. Les barricades policières avaient été levées. Même les policiers avaient baissé leurs matraques et assistaient à ce moment historique, parce que eux aussi avaient des enfants, eux aussi avaient un avenir volé. Je me suis retournée et, comme lors de la semaine de la mode, j'ai commencé à m'éloigner de la foule, telle une femme invisible. Personne ne m'a remarquée. Tout le monde regardait la lumière. C'était normal. Je n'étais pas une leader, j'étais juste l'étincelle qui avait mis le feu aux poudres. En marchant vers la station de métro, j'ai vu mon reflet dans la vitrine d'un magasin. Cette femme en tailleur gris, les cheveux relevés en chignon, un vieux sac à la main. J'ai souri. « Tu t'en es bien sortie, Camille, me suis-je dit. C'est un bon début pour la retraite. » Mais je savais, je n'allais pas prendre ma retraite, parce que le monde était encore sale, et mon sac contenait encore beaucoup de feuilles de papier vierge. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Sophie qui m'appelait. « Tante !» criait-elle en pleurant. « Tu es à la télévision, tu es partout. Qu'est-ce que tu as fait ?»« J'ai juste fait mon travail, ma chérie, » lui ai-je répondu. « Et maintenant, je pense que nous pouvons manger ce croissant que tu voulais tant. L'air de Paris s'est purifié, j'ai bon appétit. » Alors que je disparaissais dans l'obscurité de la nuit, la ville que je laissais derrière moi n'était plus la même. La ville lumière était désormais véritablement illuminée. Et cette histoire pourrait sembler s'arrêter là. Mais chaque fin est un nouveau départ. Si vous avez vous aussi été victime d'une injustice dans votre vie, prenez conscience de votre pouvoir. Ne restez pas silencieux, car le plus grand pouvoir n'est pas celui des fonctions ou de l'argent, mais celui de la vérité elle-même. À bientôt pour la prochaine histoire. D'ici là, gardez les yeux ouverts.